This meeting is being recorded. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à notre 7e épisode de Vivre et Travailler à, une série de webinaires voués à faire rencontrer et à faire témoigner surtout des alumni qui ont pris la décision de vivre et travailler dans un pays à l'international. Et donc l'idée c'est aussi de créer un espace de dialogue et d'échange convivial et interactif pour comprendre quels sont les atouts du choix de vivre et travailler dans un pays à l'international après Sciences Po. Et donc ce soir, nous sommes à Dakar, au Sénégal. Je voudrais remercier les participants et les intervenants qui sont avec nous. Mamadou Falkan, qui est le président de la section Sénégal, qui est secrétaire permanent adjoint de COS Petrogas, et Babacar Seck, qui est président du Cercle Afrique, Private Equity Investor chez Proparco, sans qui cette séance n'aurait pas pu être possible. Donc, vraiment un grand merci. Je passe tout de suite la parole à Babacar pour qu'il puisse vous introduire les intervenants et ensuite à Mamadou qui pourra vous présenter la section Sénégal et aussi ensuite les autres intervenants. Donc, merci beaucoup. Merci Camilla et merci Mamadou pour l'hospitalité sénégalaise toujours renouvelée. Donc on est vraiment très, très content d'accueillir aujourd'hui ce panel et donc je vais sans plus tarder présenter nos intervenants. Alors, Meriem Emrani Alaoui qui est DRH. Bonjour Meriem. Qui est DRH adjointe de la SETER, donc la Société d'exploitation du train express régional, donc le premier du Sénégal, qui a été inauguré il y a donc quelques mois. Pape Talla, qui est directeur innovation et développement de la Cité scolaire internationale, un groupe d'éducation basé au Sénégal, mais aussi dans plusieurs pays de la région, et qui est également consultant actif dans le domaine du développement international et plus récemment de l'urbanisme. Sidi Niang, qui est un professionnel du secteur de l'investissement, qui a longtemps exercé chez Amétis et Investisseurs et Partenaires, au Burkina Faso, à Paris, au Sénégal, et ainsi qu'au Niger et au Mali, et qui aujourd'hui est entrepreneur dans le domaine de l'investissement. Et donc aujourd'hui on est très content de tous vous accueillir et donc je vais passer la parole à mon collègue et ami Mamadou qui pourra présenter, introduire ce panel. Merci beaucoup Babacar, merci Camilla d'avoir rendu possible ce webinaire qui va nous permettre, nous les alumni Sciences Po qui sommes à Dakar au Sénégal, de pouvoir enfin lancer la section Sénégal après cette rencontre virtuelle. Il faut dire que la section Alumni Sciences Po Sénégal ne s'est pas réunie depuis des années puisque il fallait renouveler le bureau, donc chose qui a été faite à la veille de la Covid. Donc, depuis lors, il y avait des tentatives de réunir le bureau et de monter un bureau, mais les agendas des uns et des autres et surtout le contexte de la pandémie ne permettait pas forcément de réunir tout le monde. Donc là, je pense que ça va être un bon prétexte juste après ça de pouvoir faire rencontrer tous les alumni qui sont sur Dakar et enfin de lancer le bureau. Donc, sans tarder, je vais faire une petite introduction sur le Sénégal, sur les atouts du Sénégal, une introduction un peu institutionnelle pour permettre à ceux qui ne savent pas vraiment ce que le Sénégal représente dans la région ou dans le monde, leur permettre de saisir les atouts du Sénégal en tant qu'entrepreneur ou en tant que travailleur ou juste en tant que citoyens du monde qui auraient envie de venir travailler et de vivre au Sénégal. Donc, le Sénégal est situé à l'extrême ouest du continent africain avec une superficie de 196 200 km², une population de 16 millions d'habitants. Donc, sa population est caractérisée par diverses ethnies à majorité musulmane et une petite minorité chrétienne
qui vivent en harmonie, puisque il faut savoir que le premier président du Sénégal, Léopold Sédar Senghor, est issu d'une minorité chrétienne qui représente 5%, et pourtant il a été à la tête du Sénégal pendant 20 ans. Donc, tout ça pour dire la tolérance qui est sanctuarisée dans nos traditions culturelles. Donc, c'est une république laïque avec un régime présidentiel de type 5e République. En France, une économie très diversifiée est largement dominée par les services. Donc, ce qui rassure la communauté financière internationale par la solidité de ses fondamentaux macroéconomiques. Par exemple, en 2014, 75% de ses exportations étaient constituées de 27 produits différents. Et si on prend la moyenne des taux de croissance, la moyenne du taux de croissance sur les 10 dernières années, le Sénégal se situe en moyenne autour de 6% et se projette à un taux de croissance à 2 chiffres pour l'année 2023, avec le début de la production de ces gisements pétroliers et gaziers, surtout dans un contexte de crise dans le monde avec ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine. Le Sénégal a des atouts par rapport à l'exportation de son gaz avec le continent européen, qui cherche à diversifier ses approvisionnements. Donc, sa longue histoire de stabilité sociale et politique et son environnement des affaires en constante amélioration en font également une destination sûre pour les investissements. La mise en œuvre de programmes et réformes importants présage une meilleure compétitivité de l'économie, stimulant ainsi les flux d'investissements directs étrangers dans des secteurs clés, notamment l'agriculture, le tourisme, l'industrie, les infrastructures de transport et les industries extractives. Le Sénégal est aussi membre d'un bloc régional de 15 pays qui constitue la CEDEAO. C'est la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, comprenant le Nigeria et le Ghana. Et donc, cela offre des opportunités de considérer le Sénégal comme un hub ou comme un pont d'un marché de 90 millions de consommateurs dans l'espace UEMOA pour les francophones et dans un espace de 300 millions de consommateurs dans le cadre de la CEDEAO, incluant les pays anglophones. Donc, ainsi, avec un taux de croissance pareil, le Sénégal est la deuxième plus grande économie d'Afrique de l'Ouest francophone après la Côte d'Ivoire. Donc, ce qui en fait également une destination privilégiée pour les investissements pour plusieurs raisons. Je vais en citer que 4. Le premier, c'est son climat de paix et de stabilité sociale et politique. Contrairement à beaucoup de pays d'Afrique, le Sénégal n'a jamais connu de coup d'État militaire, de guerre civile ou conflit ethnique ou religieux. Le pays a une longue tradition de paix et de démocratie avec 2 alternances démocratiques, un système électoral éprouvé et exemplaire qui n'a rien à envier aux grandes démocraties dans le monde. Donc, ce climat pacifique contribue également à drainer des flux importants d'investissements directs étrangers. Donc, son second atout, c'est sa position géographique privilégiée et stratégique. Le Sénégal étant situé à l'extrême pointe occidentale de l'Afrique, dans sa partie la plus avancée dans l'océan Atlantique, cette situation géographique stratégique place le Sénégal à la frontière des opportunités d'investissement et de commerce dans la région. Donc, le Sénégal relie l'Afrique et le reste du monde. Il sert également de passerelle importante vers les principaux marchés d'exportation en Europe, en Asie et dans les Amériques. Aussi, un troisième atout, c'est une économie ouverte et en expansion. Donc, le Sénégal a une économie très ouverte. Son appartenance à des zones d'intégration économique et monétaire telles que la CEDEAO, l'UEMOA et aujourd'hui la ZLECAf, c'est un peu le traité de libre-échange intra-africain et sa position géographique en font une entrée principale de ces grands marchés. Et comme vous le savez, le Sénégal est aussi bénéficiaire de plusieurs accords commerciaux
préférentiel avec plusieurs grandes économies du monde, dont l'Union européenne, la Chine et les États-Unis. Et enfin, un large bassin d'emplois qualifiés et très bien formés. Donc, c'est un clin d'œil à Papitala, il pourra revenir là-dessus. Le Sénégal dispose d'un important réservoir de main-d'œuvre jeune, qualifiée, et beaucoup de jeunes qui se sont formés à l'étranger et qui rentrent, et qu'on encourage vraiment. Donc, enfin, pourquoi il fait bon vivre au Sénégal grâce à ces infrastructures et services de qualité, son climat doux, en moyenne 28 degrés Celsius toute l'année. Aujourd'hui, il fait 22 degrés. Donc, on fait des jaloux en ce moment. Et c'est 700 km de sable fin, ensoleillé, presque en longueur d'année, fait que le Sénégal offre l'un des meilleurs cadres de vie en Afrique. Voilà à peu près ce que je voulais dire de façon ramassée pour offrir une meilleure visibilité de ce qu'on peut attendre du Sénégal pour y vivre et y travailler. Et je vous remercie et je repasse la parole à Babacar en tant que modérateur pour ouvrir cette séance. Merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup, Mamadou, pour cette introduction qui, je pense, sera très utile pour nos camarades étudiants et alumni qui ne connaissent peut-être pas encore le Sénégal. Alors, pour commencer, j'aimerais poser la question suivante à nos intervenants. Pourquoi êtes-vous aujourd'hui installés au Sénégal? Alors, certains d'entre vous sont originaires du Sénégal, d'autres non. Pourquoi être installé au Sénégal? Qu'est-ce qui vous y a amené? Pourquoi? Et surtout par rapport à votre parcours. Si vous pouvez revenir un peu sur votre parcours et à quel moment de votre parcours vous avez décidé de vous installer donc aujourd'hui à Dakar. Et voilà. Myriam, peut-être D'accord, je vais commencer. Alors, bonjour à tous. Donc, moi, c'est Myriam Alaoui. Alors, pourquoi le Sénégal? C'est pas arrivé par hasard. J'ai fait mon parcours à Sciences Po de manière assez généraliste. Et puis, en dernière année, j'ai rejoint la division Afrique-Moyen-Orient de Danone. À ce moment-là, Danone créait son siège Afrique, Moyen-Orient. Et puis, le but, c'est de travailler sur la stratégie d'intégration africaine. Donc, pendant 4 ans, j'ai travaillé justement sur le continent avec le Moyen-Orient et la Turquie. Et donc, j'ai commencé à découvrir toutes les perspectives et les opportunités qu'on pouvait avoir en Afrique. Et surtout, la différence qu'on en avait quand on travaillait en France. Et c'est vrai que pendant 4 ans, ça a suscité vraiment mon intérêt, ma curiosité. J'ai adoré parce que c'est vrai que beaucoup de choses, on dit que tout est à faire en Afrique. Et donc, contrairement à des pays développés comme la France, quand on prend des fonctions où on travaille sur des périmètres Afrique, on a une marge de manœuvre et aussi une marge de progrès à faire qui est énorme. Et ça donne un sens à ce qu'on fait qui est assez différent de quand on est en France. On est vraiment sur la création, de la mise en place, on est sur des périmètres qui sont très différents. Donc, pendant 4 ans, voilà, j'étais très intéressée. Et puis, mais j'étais basée à Paris et donc je me suis dit, pour faire de l'Afrique, autant le faire en Afrique. Et c'est là où j'ai trouvé cette opportunité à Dakar. Et comme on le disait juste avant, l'avantage du Sénégal, c'est que c'est quand même un îlot de paix et de stabilité qui est assez appréciable. Et donc, pour moi, c'était la destination parfaite pour faire un premier pas en Afrique localement et se baser. C'est la stabilité, c'est aussi un pays qui est francophone, c'est un pays où il y a quand même un bon accueil et une bonne appréciation des personnes qui sont d'origine française ou maghrébine me concernant, parce qu'il y a des liens forts entre le Sénégal et le Maroc. Et donc voilà, on va dire que c'était une bonne porte ouverte sur l'Afrique. Merci Myriam pour cette introduction. Donc je comprends qu'il y avait déjà un intérêt pour le continent et que celui-ci s'est précisé justement à travers tes premières fonctions chez Danone. Et je voudrais demander donc à Pape ou Sidi donc de rebondir tout en présentant également leur parcours et comment s'est fait ce cheminement en fait de s'installer au Sénégal. Est-ce que c'était une évidence dès le début que vous souhaitiez vous installer ici? Et sinon, quels étaient les facteurs qui vous ont décidé? Ils sont trop polis. Ok, Pape, vas-y.
Ok. Écoute, merci. Est-ce que c'était une évidence? Oui et non. Alors, donc pour résumer un peu mon parcours et comment j'en suis venu à revenir, donc j'ai grandi au Sénégal, hein, ensuite j'ai fait mes études en France. Et après ça, alors j'étais intéressé par le développement. Alors c'est voilà l'histoire un peu cliché, mais vraiment même grandissant ici, déjà même enfant, je lançais des projets. Mon tout premier projet, je crois que j'étais au collège, ça s'appelait Talib Basket. C'était un truc pour aider les talibés à travers le basket, donc ça faisait un jeu de mots, bref. Mais donc j'étais intéressé par le développement, mais aussi par les relations internationales. Et j'ai pensé vouloir être diplomate à la base. Et du coup, j'ai commencé, donc j'ai fait mes études à Sciences Po en affaires internationales. Je me suis rendu compte ensuite que c'était pas tant la diplomatie, mais plus les affaires internationales qui m'intéressaient. Et donc, j'ai travaillé à l'AFD, donc sur des questions de développement. D'ailleurs, à un moment donné, sur un rapport de celui qui était à ce moment-là le PDG de Danone, Emmanuel Faber, sur l'innovation et le développement en Afrique, qui était commandé par le ministre du Développement à l'époque. Puis aux Nations Unies, toujours sur des questions de développement. Et donc, à un moment donné, pareil, pour travailler dans le développement, il faut bien être sur place, quoi. Et donc, j'ai fini par venir travailler sur place. Quand on grandit au Sénégal aussi, j'ai l'impression, je verrai ce que Sidi en pense, mais on a, je pense, beaucoup d'entre nous, l'idée que de toute manière, à un moment donné, il va falloir rentrer, apporter nos compétences sur place. Donc ça, c'est quelque chose que j'avais en tête. J'avais aussi envie d'entreprendre à côté de tout ce que je faisais et d'entreprendre ici. Donc ça aussi, c'était une des raisons pour rentrer. Et pourquoi je suis rentré à ce moment-là, c'était aussi parce que je me suis marié. Donc voilà, il y a eu un concours de circonstances, des raisons profondes qui faisaient que de toute manière, je prévoyais de revenir, et puis des raisons, on va dire, circonstancielles qui m'ont fait rentrer à ce moment précis. Et alors, quand j'étais à l'ONU, je faisais beaucoup de développement, mais pareil, je me suis dit que ce serait bien aussi d'avoir une expérience de terrain, parce que dans le développement, j'avais fait Paris, puis Bruxelles, avec l'Union européenne, puis l'ONU. Et donc, je voulais compléter ça avec une expérience de terrain qui, de toute manière, si je décidais de me réexpatrier, me serait certainement bénéfique, quoi. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop long. J'ai essayé de résumer. C'était ça, donc les 3-4 grandes raisons qui m'ont fait rentrer à ce moment. Merci Pape. Je retrouve quelques éléments de la réponse de Myriam dans ton cheminement. Et donc, j'aimerais aussi poser la même question à Sidi et donc avoir sa perspective. Après, je pense qu'on reviendra également sur les choix que vous avez faits et donc l'idée que vous aviez en vous installant par rapport à la réalité. Okay, merci beaucoup, Babacar. Bonjour à tous. Merci beaucoup pour cette conférence. Je vais d'abord rebondir sur la présentation de Mamadou que je trouve excellente et qui est vraiment réaliste. En tout cas, je trouve qu'elle est réaliste par rapport à ce qu'on vit localement. Il y a beaucoup d'opportunités dans ce pays. Pour ma part, donc, moi, je suis sénégalais. J'ai été en France où effectivement j'ai fait mes études. Et c'est vrai que moi, depuis le début, en fait, depuis que je suis arrivé en France, je me disais que j'allais retourner un jour quelque part sur le continent ou dans mon pays. Et pour moi, c'était une évidence. Et je savais aussi que je voulais le faire jeune parce que je voulais apprendre localement, sur le plan local. Je trouvais, en tout cas, c'était la logique que j'avais à l'époque. Hein. Et que j'avais le sentiment que si je travaillais très longtemps en Europe, ce n'était pas forcément très, très utile pour moi, ce que je voulais faire par la suite. Et étant donné que le temps était limité, j'ai sauté sur l'occasion. Donc, moi, j'ai fait un master finance à Sciences Po et juste après, j'ai travaillé dans un fonds d'investissement à Paris. Et il s'avère que 2 ans après, 1 année et demie après à Paris, j'ai eu l'opportunité d'aller ouvrir la filiale de ce fonds au Burkina Faso. Donc, j'ai ouvert la filiale que j'ai dirigée pendant 4 ans. Puis, j'ai été pour le même fonds qui s'appelle Investisseurs et Partenaires
diriger la filiale ici au Sénégal avant de démissionner et de fonder aujourd'hui mon propre véhicule d'acquisition d'entreprise il y a quelques mois. Donc, il y a 2 mois, c'est tout récent, où l'idée, c'est de reprendre des entreprises auprès d'entrepreneurs qui n'ont pas de plan de succession. Voilà. Et après, à partir de là, pouvoir développer ces entreprises-là. Donc, voilà un peu le cheminement pour peut-être rebondir par rapport à ta question, sa dernière question, Babacar, si tu me permets. Est-ce que la réalité est différente? Oui, mais je pense que il faut pas. Cette réalité, les préjugés qu'on a, c'est des préjugés souvent autoconstruits, je trouve. C'est sûr qu'il y a une part de vérité, mais je pense que il y a une réalité qu'il faut, comment dire, il faut venir pour la connaître. Hein. Il faut venir pour la connaître, mais c'est très différent des préjugés qu'on peut avoir. C'est ce que je pourrais dire. Voilà, merci. Merci Sidi. Myriam, Pape, est-ce que vous souhaiteriez rebondir justement sur ce dernier point? Quelles étaient vos attentes en vous installant au Sénégal et voilà, comment la réalité diffère en bien ou aussi en moins bien, pour donner aussi à nos participants une idée de qu'est-ce que ça veut dire concrètement de s'installer au Sénégal. Alors, en tant que Sénégalais qui a vécu un certain nombre d'années à l'étranger et en tant que non-Sénégalais qui donc découvre un nouveau pays, une nouvelle culture et comment s'est passée l'intégration. Ah, je t'en prie. Vas-y, commence. Merci. Alors oui, bon, de toute manière, il y a forcément une différence entre ce qu'on imagine et ce qu'on constate. Et voilà, par rapport à certaines choses plutôt positives et d'autres plus challenging. Moi, évidemment, la première chose, c'est que bon, j'ai grandi ici, mais c'était la première fois que je travaillais vraiment ici, que je vivais ici finalement en tant qu'adulte. Donc, il y a un certain nombre de choses que, même en tant que Sénégalais, que j'ai découvertes finalement quand je suis revenu 15 ans après. En termes de… Alors, l'un de mes moteurs, par exemple, c'était l'entrepreneuriat. Je vais toucher juste très rapidement à l'entrepreneuriat et peut-être le côté affaires internationales. Donc, au niveau de l'entrepreneuriat, je suis venu en me disant que voilà, il y aurait plus d'opportunités, plus de choses à faire, tout simplement. Parce que moins de choses, évidemment, le tissu est moins dense, donc il y a moins de choses qui existent. Et c'est vrai qu'effectivement, donc les opportunités sont vraiment grandes. Et en même temps, vu qu'il y a aussi moins de choses, tout est aussi un peu moins structuré. Donc, il y a aussi certains challenges qu'on n'a peut-être pas forcément ailleurs. À un moment donné, à New York, par exemple, j'avais démarré un petit truc, mais très vite, tout est très structuré. J'ai reçu toutes les informations, tous les processus sont très normés. Et voilà. Alors qu'ici, il y a quand même un petit côté où il faut aller un peu découvrir les choses soi-même. J'ai un petit peu sous-estimé l'importance du réseau ou du social. Je ne sais pas comment le dire, mais du fait que beaucoup de choses passent aussi par les relations personnelles, mais pas forcément en termes de qui on connaît ou de recommandations ou autres, mais c'est juste que même par rapport à l'information, il y a beaucoup de choses en fait. Alors c'est aussi une petite ville, donc c'est très facile de rencontrer différentes personnes. Mais je pense que quand on vient, je pense que c'est assez important effectivement d'entrer dans ces réseaux et de rencontrer les personnes et pour justement avoir un certain nombre d'informations. Après, oui, j'ai lancé plusieurs projets ici depuis que je suis rentré. En tout, j'ai été impliqué dans la création de 3 entreprises et un dernier projet là que je viens de lancer qui n'a rien à voir avec les autres, c'est une salle de boxe. Mais ce sont des choses qu'à chaque fois, j'ai pu faire finalement assez vite. Justement parce qu'il y avait de la place. Il y a encore beaucoup de place sur le marché pour ceux qui veulent entreprendre. Et voilà. Sinon, la dernière chose que je dirais, donc pas par rapport à l'entrepreneuriat, mais plus par rapport au côté tout est professionnel, mais donc mes autres professions, donc la CSI ou même les affaires internationales et le fait de vouloir acquérir une expérience de terrain. J'ai constaté qu'effectivement, alors une des choses que je voulais faire, c'était valoriser mon expérience à l'étranger et mon réseau à la fois sénégalais et français et un petit peu états-unien. Et ça, effectivement, ça a été très utile. Et sinon, la chose que j'ai un petit peu sous-estimée, si jamais il y a
parmi ceux qui écoutent, des personnes qui veulent rentrer dans les projets de développement, c'est aussi de ne pas sous-estimer la vitesse. C'est-à-dire qu'on veut faire beaucoup de choses, mais voilà, ce sont des choses qui prennent du temps. Quand on est, voilà, moi je pensais que sur le terrain, qu'on allait pouvoir lancer beaucoup de projets très vite. Et voilà, quand on travaille avec des organismes, avec des gouvernements, etc., il faut être peut-être un petit peu plus patient que quand on est dans le secteur privé, quoi, on va dire. Donc ça, voilà, j'avais un peu sous-estimé. On le sait voilà, par principe, mais le fait de le vivre, comme disait Sylvie tout à l'heure, c'était autre chose, quoi. Et je me suis rendu compte de la lourdeur parfois de la chose. Mais évidemment, les résultats sont très intéressants quand on les atteint. Voilà. Merci, Pape. Pour rebondir sur ce que dit Pape, je me retrouve énormément dans ce qu'il dit. A priori, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui poussent à venir s'installer au Sénégal et des qualités qui sont indéniables, comme le cadre de vie. Quand on passe d'un appartement de 23 mètres carrés tout compris à avoir une salle de bain de 23 mètres carrés, tout change. Donc, le confort de vie est clairement quelque chose que j'ai découvert et que j'ai apprécié ici. C'est vrai qu'on se dit Paris, c'est la ville où on s'épanouit, où il y a beaucoup d'activités, etc. Mais j'ai découvert une autre manière de vivre à Dakar. Et ça, c'est vraiment agréable. Sur le moral, le fait d'avoir du soleil toute l'année, le fait d'avoir... Enfin voilà, c'est un cadre de vie qui est très appréciable quand on vient. Mais comme Pape, j'ai eu beaucoup de surprises en venant ici et qu'il ne faut pas sous-estimer. La première, c'est le choc culturel. Même si on est dans une francophonie et qu'on parle français, on peut croire qu'on est dans un pays où il y a moins de choc culturel. Parce que justement, on échange facilement avec les gens, on a la même langue. Mais en fait, dans ces codes culturels, le Sénégal est très, très différent de la France. Très, très différent dans les relations humaines, dans la manière de communiquer, dans la manière de communiquer aussi une idée différente ou opposée, dans les codes de socialisation, beaucoup de choses sont différentes. Et donc, si j'ai un conseil à donner, c'est bien s'imprégner de ces codes-là. Ensuite, les surprises aussi, c'est comme le dit Pape, c'est qu'ici, comme tout n'est pas formalisé, beaucoup de choses passent par l'informel. Et donc ça peut rendre la vie difficile en général parce qu'avoir accès à une information, on ne l'a pas sur Google, on l'a à travers une personne. Et donc, c'est vraiment ça qui change tout. Ça impacte votre manière de travailler, votre manière de vous installer, votre manière de trouver la bonne information. Et ça, c'est vrai que je rejoins beaucoup Pape là-dessus. C'est une donnée qui change beaucoup de choses et qu'il faut vraiment avoir en tête quand on veut s'installer. Et moi qui suis dans les ressources humaines, c'était aussi d'autant plus challengeant parce que trouver les bons codes d'un point de vue management ou gestion des gens en général, ça passe par beaucoup de bases et d'acquis à avoir. Mais en gros, pour résumer, je dirais que pour moi, Dakar, ça n'a pas du tout été love at first sight. Ce n'est pas le coup de foudre au premier regard. Ça prend beaucoup de temps pour s'acclimater, s'installer. La pollution aussi, parfois, elle peut être préprenante. Mais finalement, quand vous tombez amoureux de cette ville, c'est vraiment agréable pour y être et y travailler. Merci Myriam, c'est très intéressant d'avoir ta perspective sur ça. Et je voudrais rebondir justement sur cette question de l'intégration, de l'installation, plus sur des aspects un peu pratiques. Comment ça s'est passé en termes de visa ou de permis de travail. Et voilà, pour que tu donnes quelques éléments pour nos participants. Alors personnellement, je suis arrivée en tant que VIE, donc l'installation est vraiment facilitée. En tant que VIE, c'est comme une mini-expatriation. Donc, Business France et l'entreprise accompagnent la personne dans tout son déménagement. Donc, vous êtes en contact avec l'entreprise avant d'arriver. On vous accompagne sur la mise à disposition d'un logement temporaire dans un premier temps avant de trouver celui qui est final. Sur les papiers administratifs, quand on arrive, on a aussi, je crois, 3 mois pour faire sa demande de carte d'identité d'étranger. En termes de coût aussi, c'est pas très cher. Je crois que c'est de l'ordre de 30 € pour faire cette demande. Donc, quand on vient dans le cadre VIE, c'est un cadre que je recommande pour intégrer justement à l'étranger un pays. C'est très facile de s'installer.
Après, comme on revient toujours, comme le dit Pape, comme c'est très aussi informel, il faut trouver les bons contacts pour trouver le bon logement, pas avoir des choses qui sont systématiquement hors de prix, parce qu'on ne connaît pas les tarifs, les bons canaux. Mais globalement, je trouve que c'est une destination où il est facile de s'installer. Et la communauté VIE en général, ou française, ou peu importe, il y a beaucoup d'étrangers. Donc, même si on a peur d'être déraciné, on trouvera toujours quelqu'un de sa culture qui nous aidera à prendre ses marques. Je crois que Pape veut rebondir. Oui, si je peux me permettre, juste deux choses que Myriam vient de dire sur lesquelles je veux rebondir. La première, c'est ce par quoi tu as fini, donc le fait que ça reste quand même une ville. Alors, c'est pas New York, Paris ou Londres, mais en tout cas pour ce que c'est, ça reste une ville très cosmopolite. Et donc déjà, premièrement, quelle que soit votre communauté, vous allez trouver des gens de cette communauté. Et puis, indépendamment de ça, vous allez trouver des gens de partout, ce qui est intéressant. Et en plus de ça, les Sénégalais eux-mêmes sont quand même très accueillants. J'ai discuté la dernière fois même avec des soldats américains ils avaient l'impression d'être en vacances alors qu'ils étaient en mission, tellement tout le monde est gentil, etc. Et sinon, et l'autre chose par rapport au logement, effectivement, c'est que pareil, comme dit Myriam, on peut trouver quand même de très bonnes opportunités à de très bons prix et vivre dans des conditions de logement qui n'ont rien à voir avec celles de Paris. De toute façon, je crois que dès qu'on sort de Paris, déjà en dehors de la France, ça n'a rien à voir. Mais ici, voilà. Mais effectivement, faut quand même un peu prendre son temps pour trouver les bonnes choses. Il ne faut pas se précipiter. Faut pas penser que on va aller sur un site et on va trouver, on va avoir des jolies photos et puis tout va être très bien. Voilà, quand on arrive, il faut prendre son temps. Et en faisant ça, quand même, on arrive à trouver, je pense, de très très bonnes choses niveau logement. Et pour rebondir sur un élément important, Pape, que j'ai totalement oublié de mentionner quand tu nous as dit qu'est-ce qui nous a surpris, c'est le coût de la vie. Il ne faut pas se méprendre. Pour être d'origine marocaine-algérienne, au Maghreb, le coût de la vie est extrêmement faible. On mange pour peu, on se loge pour peu, on se transporte, on se déplace pour peu. À Dakar, la vie est vraiment chère. Je trouve que on peut toujours s'en sortir avec des petits restos de rue ou être dans des quartiers où c'est moins cher, mais c'est quelque chose à considérer dans son budget. Tout est globalement cher. Moi, je suis assez surprise du coût de la vie. Donc, il faut avoir quand même en tout cas, si on veut avoir un peu de standard européen, comme on est habitué, ça peut venir très cher. Oui, c'est un point important. Merci Myriam de l'avoir mentionné. Puisque l'heure tourne, je voudrais qu'on fasse deux choses. Alors, je vais sortir un peu des plates-bandes et poser à Mamadou la question que je viens de vous adresser, parce que je pense qu'on a quand même pas mal d'étudiants qui pensent à rejoindre le secteur public, à s'engager justement. Et donc, Mamadou, je voudrais te demander comment s'est construit ce projet de rejoindre le gouvernement. Et quel a été le cheminement et quels conseils tu donnerais enfin à des étudiants qui voudraient ou des jeunes professionnels qui voudraient rejoindre le gouvernement sénégalais ou même de manière plus générale rejoindre la fonction publique en Afrique? Qu'est-ce qui est important de savoir? Ah bon, écoute Babacar, ça c'est une question assez délicate parce que chaque trajectoire est singulière, chaque parcours est particulier et souvent il y a des opportunités conjoncturelles, on les saisit, ça part sur des flairs. J'avoue que c'est mon engagement associatif à Sciences Po qui m'a un peu prédestiné à prendre à m'intéresser à la chose publique. Parce qu'à Sciences Po, j'étais très engagé sur le plan associatif. À l'époque, il n'y avait pas autant d'Africains, il n'y avait pas le campus Europe-Afrique. Donc, c'était au milieu des années 2000. Et donc, nous étions juste un petit groupe d'une dizaine ou d'une quinzaine d'Africains sur le campus à Paris. Et donc, nous étions battus pour la création du campus Europe-Afrique. J'avais la chance à l'époque d'être dans le
comité consultatif que Richard Descoings avait constitué. Donc, nous avions joué ce rôle d'ouvreur de porte pour les générations après. Donc, ce sont ces efforts qui ont permis cela. Et il était arrivé au moment où Descoings avait quand même ouvert Sciences Po avec toutes ces politiques auprès des zones d'éducation prioritaire avec les conventions ZEP, et il a plus ouvert Sciences Po à l'international. Donc, nous, cet appel d'air nous a profité, et nous aussi, il nous insufflait ce désir de pousser nos limites dans tout. Et personnellement, j'avais quelques challenges personnels que je voulais tester à Sciences Po. Et je peux dire que, voilà, on a commencé à organiser des conférences sur le développement, ce qu'on ne voyait pas à Sciences Po, avoir des hommes politiques, des hommes, des personnages dans les sphères publiques, genre des premiers ministres qu'on invitait, ou de grands chefs d'entreprise, ou des Africains qui étaient à la tête d'institutions internationales, qu'on invitait à discuter des problématiques de développement, d'éducation. Et bon, que là, je me suis intéressé à la chose publique. Et quand on sortait en 2009, Camilla le sait très bien, on finit notre scolarité en 2008, on est diplômé en 2009, c'était en pleine crise financière. Donc, il fallait se réorienter. Pour ceux qui ne voulaient pas faire de l'audit et du conseil, personnellement, je n'ai pas fait tout ça pour finir auditeur. Bon, peut-être que j'avais mis mes expectations très, très high, donc je ne voulais pas faire de l'audit chez Mazars, donc je voulais être dans les métiers stars en banque d'affaires, M&A et tout ça, parce que j'avais fait finance et stratégie. Et rapidement, voilà, je me suis dit, dans chaque crise, il y a des opportunités, hein, comme dans le truc chinois, chance, c'est crise et opportunités. Je me suis réorienté dans la sphère publique. J'étais en stage au Crédit Agricole Corporate Investment Banking. Ensuite, je suis allé à Bercy, à la Direction générale du Trésor. Donc, dans le cadre d'un double diplôme que je faisais à l'époque avec Polytechnique, Economics and Public Policy. Et donc, je me suis retrouvé à la Direction générale du Trésor où je suis resté un bon moment, entre-temps avec un passage à la Banque mondiale parce que, voilà, ça ne recrutait pas voilà, en finance haut de bilan. Et puis, quand il y a eu l'alternance politique en 2012, donc c'était la continuité de cet engagement associatif, cet engagement dans le développement via mon réseau. Il se trouvait qu'à Sciences Po, j'avais quasiment invité tout ce qui était dans la compétition pour être enfin, dans la course au président. Et donc, du coup, je connaissais quasiment la plupart des candidats. Et puisqu'ils organisaient leur cabinet, quand Macky Sall avait gagné, ils organisaient son cabinet. Donc, ils voulaient des staff seniors et juniors. Et c'est comme ça que j'ai eu son offre. Et évidemment, je l'ai saisi. Je l'ai saisi. Tout le monde m'a dit que mais tu es fou, tu pars à l'aventure. Mais je croyais à la théorie des vagues, quoi. Je me suis dit, c'est une nouvelle vague. Il faut prendre ça maintenant. Il faut faire un pari dans le futur. Donc, c'est comme ça que j'ai rejoint le cabinet du président en fin 2012 en tant que conseiller junior. Ensuite, j'ai gravi les échelons. Je me suis battu. Ce n'était pas facile. J'ai pensé à 3 reprises pendant l'année 2013 à quitter parce que c'était dur. C'était extrêmement dur. C'est un espace, voilà, un peu à la House of Cards, quoi, où tous les coups sont permis. Et donc, j'ai pensé quitter, mais bon, je me suis dit, écoute, il faut être résilient, il faut se battre. Et je pense que c'est le meilleur choix que j'ai fait dans ma vie, d'être rentré et de m'être battu. Donc, tout ça pour dire que, quelle que soit la position que vous pouvez avoir au début, ça ne sera pas facile. Donc, il faut se battre, il faut s'imposer, il faut se faire ses dents. Et en retour
Je m'appuie beaucoup sur le réseau, sur mes réseaux. Hein. En général, c'est les réseaux de base, c'est les réseaux d'écoles, c'est les réseaux des grandes écoles, c'est Sciences Po, c'est Polytechnique, c'est d'autres écoles que j'ai eu à fréquenter, c'est les camarades. Et je reçois beaucoup de job description dans les marchés cachés. J'ai des amis qui me sollicitent pour recommander. Souvent, ça marche. Moi aussi, j'ai des besoins. D'ailleurs, même Sidi m'avait recommandé un bon élément qui est aujourd'hui très, très performant. Donc c'est pour dire qu'il faut beaucoup s'appuyer sur les réseaux. Le Sénégal, c'est un pays de réseaux, en tout, socialement, pour tout ce dont vous avez besoin. Vraiment, vraiment, ce qui marche, c'est les réseaux. Et il faut l'utiliser à fond. Il ne faut pas vous censurer. Il ne faut pas être timide. Allez-y à fond. Au Sénégal, tout peut s'obtenir, mais dans le respect, dans l'humilité. Et il faut passer les gens par les sentiments. Si vous leur montrez de la gentillesse, le respect, l'humilité, tout passe. La pire des choses, c'est de venir avec des prétentions, c'est de venir avec de l'arrogance, c'est de venir avec des préjugés, c'est de venir en pensant qu'on est sur un piédestal. Qui que vous puissiez être, vous allez vous prendre le mur. Donc ça, c'est le conseil que je donne aux jeunes. Quand ils arrivent, faites preuve d'humilité, soyez respectueux, travaillez dur. Après, toutes les portes vous seront ouvertes. Et vous serez étonné de voir que vous aurez beaucoup de mentors, beaucoup de parents. On va vous inviter partout, on va vous faire plein de propositions. Donc, comme à l'époque, on nous le disait à Sciences Po, ce que Richard Descoings nous disait, parce qu'on était quand même un peu proche de lui, il nous disait Sciences Po vous donne des aptitudes et des attitudes à assumer des responsabilités dans le public et dans le privé. Donc, je vais terminer sur ça. Et ce qui fait la différence au Sénégal pour bien vivre et bien travailler et trouver sa voie, c'est son attitude d'abord qui prime sur les aptitudes. Les aptitudes, on les trouve, c'est technique, on peut les acheter, mais c'est d'abord l'attitude. Donc, le conseil que je donne à tout le monde, adulte, jeune, c'est tout est dans l'attitude pour réussir et pour s'intégrer. Voilà, Babacar, merci. Merci beaucoup pour ce partage, Mamadou. Un peu par surprise, et je pense que c'est très intéressant et très, très important ce que tu as souligné, l'attitude et la posture, et donc vraiment de se placer sur une approche relationnelle et pas transactionnelle dans les interactions avec les gens. Je pense que c'est un conseil important. Et donc, je voudrais rebondir et demander peut-être à Pape en premier, puis Meriem et Sidi, de partager peut-être un ou deux conseils pour toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui ou qui regarderont cette vidéo par la suite. Alors, si je peux me permettre de demander une précision, conseil pour les personnes qui pensent venir ou conseil pour une fois qu'on est là? Conseil pour ceux qui pensent venir. Ok. Alors, au risque peut-être de répéter quelque chose qui aurait déjà été dit, de miser sur votre réseau. Vous allez voir évidemment, vous allez voir des offres d'emploi, etc., mais essayez au maximum de reach out justement aux alumni, si vous avez travaillé à l'Agence française de développement en Belgique, essayez de contacter les collègues de l'AFD ici, quoi qu'il en soit. Donc, essayez de… et quand je dis ça, ce n'est pas pour forcément avoir des faveurs, mais c'est pour être informé, pour avoir de bonnes informations, pour avoir des avis, des conseils, pour qu'on vous aide à vous préparer. Ce serait ça la première chose. Et puis, un autre conseil pour être ouvert, je dirais, venir en étant vraiment ouvert et prêt à explorer.
Je ne sais pas, c'est peut-être pas forcément le cas de tout le monde, mais il y en a qui se disent oh, je vais en Afrique, qu'est-ce que ça va être et tout ça. Et voilà, c'est plutôt safe. On a quand même un certain nombre de repères, etc. Donc, ce serait vous limiter si jamais quand vous arrivez, vous ne vous lâchez pas complètement, quoi. J'avais un ami à New York qui rigolait un peu en disant que le Sénégal, c'est Africa for Dummies, parce que tout est facilité. Et donc, bon, voilà, en venant au Sénégal, je pense qu'on peut se permettre d'être voilà, d'être très ouvert et d'aller vraiment explorer, d'aller dans les différents endroits. Vous allez rencontrer des superbes personnes. Tout le monde est très sympa, très ouvert. Donc, voilà, vous allez vous fermer des portes si vous venez en pensant rester dans un milieu prédéterminé, dans une communauté d'expats ou quoi. Non, ouvrez-vous complètement, quoi. Voilà. Merci, Pape. Myriam, je crois que tu es en mute. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Super. Pareil, je pense que ça va rejoindre deux choses sur lesquelles j'ai alerté. La première, c'est vous renseigner si votre venue elle est viable, qu'elle soit financièrement ici au Sénégal, histoire de bien vivre et de ne pas avoir de déconvenues. Donc, est-ce que vous avez une opportunité qui vous attend? Si cette opportunité, elle est là, est-ce que vous avez les moyens de revenir dans ce cadre-là? Parce que pour travailler dans les RH, je sais qu'il y a beaucoup, par exemple, de Sénégalais qui veulent revenir parfois à tout prix au Sénégal, quitte à accepter des opportunités avec des salaires locaux et qui forcément, comme ne conviennent pas à leur rythme de vie, le vivent difficilement. Donc, ce serait le premier conseil. Et le deuxième, avant de venir, c'est, je dirais, peut-être se renseigner sur, comme on dit, les codes culturels. Parce que, par exemple, Pape ou Sidi l'expliqueront mieux que moi, mais cette notion, par exemple, de masla, donc dans la société sénégalaise, qui est très importante pour... donc, le masla, c'est, comment dire, c'est ne pas forcément... Enfin, je pense que les l'expliqueront mieux que moi, mais ne pas être tout le temps dans une confrontation, c'est préserver La diplomatie. La diplomatie, voilà. La diplomatie, le Sénégal est une bonne école pour la diplomatie, par exemple. Et je sais que quand on est français, on a tendance à être à l'extrême opposé. On aime débattre, on aime échanger, s'opposer. Je pense que c'est important d'avoir les codes culturels pour bien s'intégrer, bien vivre avec les autres, bien être respectueux. En France, on a par exemple tendance à s'exprimer sur beaucoup de choses, à donner son point de vue sur beaucoup de choses. Et ici, par exemple, j'ai découvert le vivre ensemble. Les communautés religieuses vivent pacifiquement entre elles et chacun ne se permet pas de juger l'autre ou d'exprimer un avis sur l'autre. Et ça, c'est quelque chose qui est juste extraordinaire et très différent de ce qu'on peut connaître en France. Donc, maîtriser les codes culturels pour vous intégrer avec la meilleure attitude. Je pense que c'est un de mes conseils. Merci, Myriam. Sidi? Bon, moi, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Simplement, moi, je rajouterais ou je nuancerais en disant que au début, pour quelqu'un qui a envie de venir au Sénégal ou d'ailleurs de manière générale en Afrique, il faut évidemment être dans une position d'apprentissage parce que ce soit pour un Sénégalais d'ailleurs qui a étudié à l'étranger ou pour un étranger, on n'a jamais, moi, quand je suis arrivé ici, je n'avais jamais travaillé dans le monde professionnel. Et évidemment, il y a 1 année, 2 années durant lesquelles il faut savoir qu'on sait peu de choses et accepter le fait qu'on sait peu de choses et aller vraiment essayer de comprendre comment les choses fonctionnent et comment ça marche. Et à un moment, évidemment, tout le monde a, enfin, je pense qu'on a tous des têtes à peu près bien faites et à un moment, on comprend. Mais évidemment, les premiers mois, il faut s'attendre à apprendre. Ça, c'est la première chose que je dirais. Je pense aussi que sur le plan financier, là, je nuancerai un peu par rapport à ce que Myriam a dit. Je pense qu'effectivement, il faut avoir des salaires qui permettent de vivre. Mais en revanche, quand on est dans une logique à long terme dans le pays, je pense qu'on peut se permettre peut-être de se dire qu'au début, on peut juste venir dans un poste qui va permettre d'apprendre, de rencontrer beaucoup de gens, de pouvoir se faire son propre réseau, de pouvoir sentir les choses, comment ça fonctionne, parce que des opportunités, une fois qu'on est sur place, par contre, on va rencontrer beaucoup de gens et d'autres opportunités peuvent venir.
Et ça, c'est quelque chose qui est très, très important. Il y a beaucoup de gens, en tout cas surtout de la diaspora, qui veulent revenir, mais qui veulent chercher un mouton à 5 pattes avant de revenir. Et je ne suis pas sûr que ce soit tout le temps la bonne approche, parce qu'en réalité, aujourd'hui, une personne qui est à l'étranger, qu'elle ait beaucoup d'expérience, qu'elle ait beaucoup de diplômes, elle ne sera pas immédiatement opérationnelle en venant ici, au Sénégal ou en Afrique. Donc, il y a ce temps d'apprentissage et donc il faut accepter parfois, à mon avis, que ce temps d'apprentissage, on va peut-être avoir une rémunération un peu moindre que ce qu'on aurait voulu. Mais moi, ce dont je suis persuadé, c'est que au bout de quelques temps, d'autres opportunités pourront survenir. Les responsabilités seront… Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que assez souvent, les responsabilités qu'on va avoir ici localement sont sans commune mesure avec les responsabilités que nos collègues qui ont dans d'autres marchés. Moi, j'ai fait du fonds d'investissement. J'ai des amis en France qui ont fait des fonds d'investissement. Quand on se parlait, je n'avais pas l'impression qu'on faisait le même métier. Et j'avais l'impression que je faisais plus le métier de leur boss. Et voilà. Mais après, donc ça, c'est aussi important. Mais du coup, je pense qu'il faut être sur place pour pouvoir apprendre ça. Je dirais ensuite, pour être plus concret, parce que je pense qu'il y a aussi une certaine voie qu'on peut proposer aux gens comme des Sciences Po, c'est viser peut-être les multinationales, viser les ONG, si c'est ce qui vous intéresse, viser des grandes compagnies privées. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de startups aussi qui se créent, souvent par des repat ou des gens qui reviennent. Il y a des opportunités et il y a des choses à faire. Vous aurez beaucoup de responsabilités, donc visez ces gens-là. Moi, en ce qui me concerne, par exemple, aujourd'hui, avec la société d'investissement que j'ai créée, je suis en train de recruter 2 profils. Donc, d'ailleurs, je lance un appel et je pourrais transmettre l'offre de stage et de consultance, parce que c'est 2 postes que j'ouvre. J'ai aussi connaissance d'une offre aujourd'hui que j'ai reçue à l'ambassade britannique à Dakar comme Economic and Climate Officer. C'est pour vous dire, il y a des opportunités. Mais après, il faut accepter que quand on viendra, ça va être l'apprentissage. On aura beaucoup plus de responsabilités, donc on aura beaucoup plus d'espace pour pouvoir faire beaucoup de choses. Et c'est ça qui est passionnant dans cette aventure. Merci beaucoup, Sidi. Alors, on va maintenant prendre les questions du public. Alors, il y a une première question de Paula Olivares qui était justement sur le coût de la vie à Dakar. Est-ce que vous pourriez donner une idée concrète du coût de la vie et notamment du logement, c'est-à-dire des chiffres sur, voilà, si on dit par exemple un 2 pièces ou un studio, ou quelle devrait être la prétention salariale pour avoir, on va dire, un rythme de vie en ligne avec les attentes de quelqu'un qui vient d'Europe. Est-ce que quelqu'un veut se lancer? Pas Sidi, vous avez peut-être plus d'expérience que moi là-dessus. Je pense que, à mon avis, ça dépend de chacun. Ici, on peut très bien vivre avec peu. Hein. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut savoir. On n'est pas non plus… on peut très bien vivre avec peu. Je dirais que, pour Pape et moi, c'est un peu différent par rapport à Myriam, c'est notre pays d'origine. Donc, probablement, on a des choses… Nos situations sont différentes, je dirais. Mais moi, je dirais que… par exemple, pour le loyer, pour vivre seul, 300 €, on a quelque chose, je pense. On a 2 chambres salon. Hein. Donc, par rapport à Paris, moi, quand j'étais à Paris, je me rappelle que les loyers qu'on payait, quand même, c'était beaucoup. Ça prenait une grande partie de mes revenus. Et d'ailleurs, moi, je vous dirais même, moi, c'est en rentrant en Afrique que j'ai pu économiser davantage. Pourtant, j'ai moins gagné. Voilà. Donc, j'en reste là. D'accord. Top. Oui, alors c'est bon, c'est difficile, hein, parce qu'évidemment, ça dépend. Déjà, comme Sidi le disait, ça dépend de l'approche. Est-ce qu'on est là juste pour maximiser, se faire une bonne expérience? Est-ce qu'on est là pour là, dans le long terme? Est-ce qu'on veut investir ou pas? Quels sont nos standards de vie, tout simplement? Mais quand même, de façon objective, Dakar est réputée comme étant une des villes les plus chères d'Afrique, notamment relativement au pouvoir d'achat local. Et c'est qu'en fait, il y a
c'est un peu le milieu qui manque un peu. On peut trouver des choses vraiment pas chères, on va trouver des choses très chères. Il y a des choses un peu in between, mais c'est un peu moins évident à trouver. Et donc, du coup, on est très vite dans soit un truc qui est vraiment pas cher, soit dans un truc qui est, on va dire, de la qualité ou du niveau qu'on exige, mais qui va monter du coup très, très vite. Moi, j'aurais dit, selon vos standards, pour un loyer, par exemple, alors je connais des personnes qui vivent très bien avec un loyer de 300 €, 2 chambres, salon, petite terrasse, cuisine, etc., très, très bien. Mais bon, voilà, ils ont parfois des problèmes d'eau, des trucs, ou alors ils sont… En fait, ça dépend aussi de l'endroit. Est-ce qu'on est proche ou pas de certaines choses? Moi, j'aurais dit, à mon avis, peut-être que certains vont dire que j'exagère, mais je pense que si on veut un bon truc bien placé, grand, où tout est vraiment le plus net possible, à mon avis, on est facile entre 500 et 1 000 €, à mon avis. Voilà, donc du coup, après, quel salaire il faut pour vivre à Dakar? Encore une fois, ça dépend de votre niveau, de votre style de vie, tout simplement. Les sorties au resto, voilà, aujourd'hui, au resto, on a déjeuné pour 3 avec juste un plat, une boisson, on en a eu pour 100 €. Après, on n'était pas obligé d'aller là-bas, évidemment. On aurait pu aller aussi à un endroit où on aurait payé beaucoup moins cher, on aurait pu faire nos courses et cuisiner à la maison. Donc, comme un peu partout, ça dépend, quoi. Mais globalement, la vie est quand même assez chère. Pour rebondir sur ce DIPAP, ça dépend vraiment des quartiers. On peut passer comme en France, vivre dans le 7e et vivre dans le 12e, c'est clairement pas le même coût. Mais je pense que le prix diffère aussi en fonction de… Si on est étranger, je pense que les prix sont aussi plus chers que quand on est sénégalais. Moi, en tout cas, je n'ai pas eu les mêmes prix quand j'ai eu affaire à… Quand je suis passée par un Sénégalais ou quand c'est moi qui me suis présentée. Mais pour moi, 300 €, Sidi, c'est plutôt si tu es en coloc. Et du coup, je rejoindrais plutôt sur les 500. Mais après, voilà, je pense que ça dépend des quartiers, coloc ou pas, combien de chambres. Il n'y a pas un marché très défini. Ça nous donne déjà une fourchette, je pense. Et peut-être pour passer, parce qu'on a 2 autres questions. Je crois que Sidi, tu voulais intervenir. Peut-être si tu peux rapidement rebondir et après, on passe aux questions suivantes. Non, peut-être ce que je voulais dire rapidement, c'est aussi, je pense que ça dépend du stade dans lequel on est de sa vie professionnelle. C'est sûr que moi, ce que j'étais prêt à accepter quand je venais de quitter Sciences Po, aujourd'hui, ce n'est plus la même chose. Et donc, évidemment, ça dépend. Je mentionnais les 300 € en me disant que pour un jeune diplômé qui arrive, faut pas non plus aller… faut pas non plus aller essayer de vivre dans un endroit hyper luxueux. En tout cas, après, ça dépend des sensibilités de chacun. Voilà. Oui, tu as raison. D'accord. Merci. Et alors, on a ensuite une question de Farigay. Pensez-vous qu'il est judicieux de faire son choix de filière en fonction du marché du travail au Sénégal, par exemple la politique, l'administration, ceci dans le cas où on hésite entre 2 domaines mais qu'on veut forcément rentrer au Sénégal? Alors, si j'essaie de reformuler la question, pour quelqu'un qui veut forcément rentrer au Sénégal, quels sont les secteurs ou métiers que vous recommanderiez? Je vais me lancer. C'est peut-être pas bien ce que je vais dire, mais je n'encouragerai pas Fari à réfléchir peut-être dans ce sens. Je ne pense pas que ce soit… Je comprends très bien la question et c'est une bonne question, mais je pense que sincèrement, il y a vraiment de bonnes opportunités dans tous les domaines. Comme vous l'avez vu là, par exemple, Mamadou, il est dans le public, Sidi est vraiment à fond dans le privé. Moi, je suis mi-privé, mi-public. Donc, si vous savez déjà que vous voulez venir, c'est pas grave. Allez évidemment dans les études et dans les filières qui vous intéressent. Ça va vous épargner bien des soucis par la suite de faire quelque chose qui vous plaît. Et quel que soit le secteur, il y aura de très, très bonnes opportunités. Alors, c'est vrai, à un moment donné, je ne sais plus si c'était Sidi ou Myriam qui parlait par exemple, des organisations internationales. C'est vrai qu'il y a beaucoup de sièges régionaux d'organisations internationales, d'ONG, etc., qui sont basés ici. Mais pareil, je pense que dans le secteur privé, il y a également de très, très bonnes opportunités.
soit de grandes entreprises sénégalaises qui sont à la recherche de profils justement internationaux, soit d'entreprises multinationales qui veulent aussi voilà, envoyer des gens sur place. Et puis aussi justement le profil un peu, voilà, c'est le profil sénégalais, mais aussi ayant une bonne expérience à l'étranger, ayant fait ses études à l'étranger, qui combine un peu les deux. C'est aussi un profil qui peut être intéressant, quel que soit le domaine. Donc, voilà, je dirais de ne pas se focaliser sur ça et d'y aller. Et puis, voilà, les opportunités d'apprentissage seront, pardon, j'anticipe sur la question que j'ai vue juste après, seront aussi très grandes, en tout cas dans le sens où, pareil, comme le disait Sidi tout à l'heure, on va pouvoir, à mon avis, avoir des responsabilités plus hautes, plus tôt qu'on aurait pu avoir dans un marché peut-être plus compétitif, ou je ne sais pas comment on dirait. Donc, voilà, je pense que nous tous ici, on a eu moi-même dans les affaires internationales, à l'ONU, j'étais P2. Là, aujourd'hui, avec la Fondation Gates, j'ai mis en place un programme qui est sur plusieurs continents, etc. Si j'étais à Seattle, je n'aurais pas eu cette responsabilité-là aussitôt, par exemple. Et donc, on se retrouve très vite projeté dans des postes où on apprend du coup beaucoup plus en termes, en tout cas, de responsabilité, de gestion et tout ça. Merci, Pape. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite rebondir sur cette question? Bon, par rapport au métier, je dirais que pour quelqu'un qui va revenir, essayer de trouver quelque part un métier qui lui permettra de rencontrer beaucoup de monde et d'en apprendre sur le marché. Je pense que il faut partir de ce qu'on veut faire soi-même. Hein. Ça, pour moi, il faut commencer de là. Par exemple, pour être plus concret, chez Icon Capital, qui est la société que j'ai créée là aujourd'hui, les personnes qui le rejoindront feront des business plans, rencontreront des due diligence d'acquisition, apprendront le métier de l'investissement ou l'acquisition d'entreprises sur le plan local, apprendront comment lever des fonds à l'international, en tout cas participeront à ces sujets-là. Et aussi par exemple pour faire des business plans, il y aura des business plans qui seront faits sur des programmes d'accompagnement sur lesquels la société travaille aussi. Donc bon, ça c'était pour faire un peu la pub de ce que je veux faire, mais pour être plus sérieux, je pense qu'il faut quand même essayer juste de trouver par le réseau, comme disait Mamadou tout à l'heure, quelque part un métier qui permettra de rencontrer des gens. Voilà, moi c'est le conseil que je pourrais donner. Babacar, il faut que tu mettes ton micro. Mince. Vous m'entendez? Non, je te remerciais, Sidi, pour cette perspective. Alors, là, je vais prendre la question suivante de Sitraka Rabari. Alors, quels sont les atouts et les faiblesses, en tout cas, que recherchent les recruteurs sénégalais? Et par opposition, qu'est-ce qu'ils valorisent moins? Alors, Sitraka mentionne notamment l'origine, le type d'études réalisées. Alors, je peux peut-être intervenir comme je suis amenée à toucher au recrutement. C'est vrai que je trouve que contrairement à la France, on n'est pas forcément obligé d'avoir fait des études dans le domaine pour accéder au métier en tant que tel. J'ai eu beaucoup, moi, de candidats qui avaient des études en mathématiques, mais qui passaient sur la SI, par exemple, parce qu'ils m'expliquaient qu'au Sénégal, je crois, à cause de certaines gestions de l'université, beaucoup d'étudiants avaient été orientés de force dans une filière et donc les gens avaient parfois à l'université pris en tournant dans leurs études, mais finalement, concrètement, ils ne travaillaient pas dans le même secteur. Donc, pour moi, ce n'est pas une obligation d'avoir fait des études dans un certain domaine pour être... Donc, je ne vais pas dire qu'ils sont très à cheval sur les diplômes. Sur l'origine, je n'ai pas assez de recul là-dessus, mais pour parler de mon entreprise, que ce soit pour les femmes, parce qu'il y a une autre question là-dessus, ou pour les origines étrangères, on n'a pas du tout de problème à ce sujet-là. D'ailleurs, pour vous donner un ordre d'idée, sur 1000 employés, on a 40% de femmes. Donc, pour un secteur qui est ferroviaire, qui peut être connu comme quelque chose de masculin, c'est quand même des taux qui sont intéressants. Je n'ai pas eu l'impression que les femmes soient trop discriminées sur le marché de l'emploi.
Après, bien évidemment, pour les personnes qui sont en contact avec les clients, qui sont dans le domaine du service, je pense que le Wolof est quand même un prérequis de base à avoir, parce qu'à nouveau, même si on parle français ici, la langue la plus parlée reste le Wolof. Donc, si vous êtes d'origine étrangère, je pense que la maîtrise est quand même importante. Je ne sais pas si... Donc, c'était ça, c'était qu'est-ce que regardent les recruteurs? C'est ça, il y avait une question, je pense, qui sera la dernière question, donc plus spécifique pour toi, Myriam, sur ton expérience et au profil que tu suis dans ton métier. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a les mêmes opportunités pour les femmes en général? Oui, comme je le disais, dans mon entreprise qui est sur des métiers qui sont pourtant très a priori masculins, même si je ne vais pas dire ça, mais secteur ferroviaire, voilà, ce n'est pas le domaine le plus féminisé, en tout cas en France. On a beaucoup de femmes qui sont aussi à des postes de direction, donc il n'y a pas vraiment de barrière sur les opportunités de carrière pour les femmes, pas du tout. Je ne sais pas si Pape et Sidi, vous avez une autre vision de la chose. Non, on dirait qu'ils sont d'accord. Alors, super, ben, merci. Alors, je passe la parole à Camilla pour clôturer ce webinaire. Merci beaucoup, c'était vraiment passionnant, surtout pour quelqu'un comme moi qui ne connaissait pas bien le Sénégal. Donc, je vous remercie, ça donne envie de déménager demain, surtout pour voir la créativité, donc les postes à responsabilité qui peuvent, donc les opportunités que l'on peut saisir peut-être plus vite, plus rapidement qu'ailleurs en Europe. Le MASLA, alors je voudrais peut-être organiser une conférence sur ces sujets parce que je ne connais pas. Et peut-être que ça pourrait donner suite à une conférence sur ces concepts, donc les maslas comme diplomatie. Je pense que ça serait utile pour tout le monde. On peut faire une thèse de PhD. Je pense. Ouais. Très bien. Et donc, merci vraiment à toutes et à tous pour être venus. Donc, vous avez eu l'occasion de rencontrer les présidents de la section Sénégal, des alumni qui sont au Sénégal depuis longtemps, donc n'hésitez pas peut-être à les contacter ou en tout cas à vous lancer dans cette aventure au Sénégal. J'espère aussi que cette occasion, c'est l'occasion pour relancer la section avec des rencontres conviviales à Dakar. Il y a ici avec nous Martine Bornerias, qui est la vice-présidente de Sciences Po Alumni, et peut-être Martine aussi aurait envie de venir à Dakar un jour. Et voilà, et pour ce qui est de vivre et travailler, nous vous donnons rendez-vous à la prochaine séance qui sera en Suisse, et nous passerons aussi probablement au Japon. Donc, suivez-nous sur le site des Sciences Po Alumni. Je ne sais pas si Martine, tu veux rajouter quelque chose ou sinon on se salue. Mais moi, j'ai été tout à fait passionnée par ce qui s'est dit. Je trouve qu'il y a une vitalité, une ouverture qui sont effectivement très intéressantes et qui donnent envie. Je voulais remercier Babacar, que j'avais rencontré au moment où il prenait la présidence, qu'il a été choisi pour présider le Cercle Afrique. Et je vois qu'il continue à le faire avec grand dynamisme, grande gentillesse, grand professionnalisme. C'est formidable. Merci aussi aux intervenants. C'était tout à fait passionnant et j'espère, je suis allée à Dakar mais il y a longtemps et donc j'espère y revenir un jour. C'est la bienvenue. Merci. Et puis pour ceux qui étaient dans la conférence, n'hésitez pas à nous contacter, en tout cas à me contacter si vous avez besoin de plus de renseignements, d'encadrement, de conseils, on pourra échanger avec plaisir. Pareil pour moi, n'hésitez pas aussi. Merci beaucoup pour cette invitation. Et merci pour l'organisation. Merci à tout le monde. Et le Cercle Afrique, alors qui co-organise cet événement avec Sciences Po Alumni, sera ravi de vous accompagner, que vous souhaitiez vous installer au Sénégal ou dans d'autres pays. On vous mettra en contact avec les alumni sur place. Et j'en profite pour rappeler qu'au-delà des conférences, on a également des programmes de mentorat, à la fois au niveau des étudiants de bachelor, de master, mais aussi de candidats au niveau du lycée à Sciences Po. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter. On est toujours là et on sera ravis de travailler avec vous. Merci à tous. Merci pour l'organisation. Merci À tous, Bonne soirée.
Merci beaucoup. Au Bonne revoir. soirée à Dakar. Salut Merci. Camilla. Merci beaucoup. À bientôt.